Et je discute de la réponse du gouvernement canadien à ce qui se passe en Ukraine avec nos journalistes, Alti Arrage, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la Russie, des tarifs de 35 % sur toutes les importations en provenance de ce pays. On envoie aussi des nouvelles armes létales à l'Ukraine. Tout ça, ça s'ajoute évidemment aux autres sanctions déjà annoncées par le Canada. Altia, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du Canada à ce conflit jusqu'à maintenant? C'est une réponse, je dirais, très adéquate. C'est très clair que le gouvernement fédéral travaille étroitement avec ses alliés aux États-Unis, puis en Europe étroitement. Je dirais que la grosse annonce, par contre, c'est l'annonce de jeudi matin, c'est celle de ne pas lever la demande de visa complète, mais de donner aux Ukrainiens un nouveau système plus rapide, quand même avec un aspect sécuritaire, parce qu'il y avait des craintes de la communauté ukrainienne, mais aussi du ministère, qu'il y aurait des gens non désirés, si je peux dire poliment, qui pourraient rentrer si on n'avait pas de visa du tout. Alors, quand même avec une étage de sécurité, puis une manière de rentrer au Canada plus rapide, d'avoir des visas pour travailler, pour étudier et puis de rester si c'est ça qui est désiré. C'est un nouveau modèle, on n'a jamais essayé ça. C'était plus facile parce que c'est quand même des gens qui peuvent voyager en Europe, des Ukrainiens qui peuvent voyager dans les pays européens sans visa, puis ils peuvent, il y a une manière de sortir. C'est pas comme en Afghanistan ou en Syrie, mais ce serait peut-être un modèle que le Canada pourrait adopter plus tard. L'autre demande des partis d'opposition, ça avait été d'expulser l'ambassadeur de la Russie qui a cette semaine envoyé un communiqué qui était complètement presque chaque phrase était un mensonge, c'était vraiment fou. Mais le premier ministre ce matin a expliqué pourquoi on n'allait pas faire ça, en partie parce que la raison, c'est qu'on a des diplomates en Russie qu'on voudrait pas sortir de là, parce qu'il y a quand même beaucoup de Canadiens qui sont là, qui auraient besoin de l'aide consulaire. Alors, je pense que c'est un rare moment où on voit où est-ce que les députés des partis d'opposition et du gouvernement travaillent presque main dans la main, en but commun. C'est pas mal rafraîchissant après les dernières 5 semaines. Oui, c'est ça. On sent cette unanimité aux communes. Yves, est-ce que vous trouvez que la réponse du Canada est à la hauteur du drame vécu par l'Ukraine? Oui, c'est une réponse quand même mesurée. Mais surtout symbolique, parce qu'il faut comprendre que les importations avec la Russie, c'est minimal. En 2020, la plus grande exportation, c'était le caoutchouc. Ça représentait 50 millions par année. C'est ce qu'on appelle des peanuts. Alors, mais ce qui est important, c'est que c'est le concert de toutes ces sanctions à travers le monde qui vont peut-être éventuellement faire plier la Russie. Pour ce qui est de faciliter l'arrivée de réfugiés ukrainiens, j'ai des réserves là-dessus parce qu'ils ont fait la preuve qu'ils étaient incapables de faciliter les choses avec des réfugiés afghans. Et la lourdeur bureaucratique a fait en sorte que tout ça se déroule à une vitesse désespérément lente. Est-ce qu'ils vont pouvoir être plus rapides avec les Ukrainiens? Souhaitons-le, mais disons que les fonctionnaires du ministère de l'Immigration n'ont pas démontré qu'ils étaient capables de se tourner sur une dissette. Catherine, est-ce que vous partagez le scepticisme d'Yves à cet égard? Eh bien, je peux comprendre l'urgence de la situation. Je comprends qu'on met des mesures exceptionnelles étant donné l'importance de la communauté ukrainienne ici au Canada. Donc, oui, je partage en quelque sorte son scepticisme, mais bon, j'ai quand même confiance que ça va aller de l'avant. Il faut dire que la situation est un peu différente, parce que la dernière fois qu'on a été dans une telle situation où on a voulu accueillir des réfugiés en provenance d'Afghanistan, eh bien, on était en campagne électorale. Disons qu'on avait nos énergies au gouvernement étaient un peu ailleurs. Là, on a bon espoir là, que ça aille de l'avant. Mais moi, je dirais là, vraiment dans cette crise, là, c'est Chrystia Freeland qui s'illustre. Et puis vraiment, je pense que oui, il y a des mesures par rapport à l'immigration, mais quand même, je voudrais mettre l'accent sur le fait que Chrystia Freeland, elle frappe là où ça fait mal. Ben en fait, avec le leadership de Chrystia Freeland, on frappe
où ça fait mal. Vraiment, on vient chercher les oligarques russes et on vient tenter de mettre de la pression là, sur le gouvernement de Vladimir Poutine là, vraiment pour arrêter la guerre. Là, la prochaine question que je me demande, c'est jusqu'où ça va aller et quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'il va falloir là, qu'on augmente notre présence militaire, par exemple, dans la région pour éviter que ça aille un peu plus loin que l'Ukraine? L'autre sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est évidemment la course au leadership du Parti conservateur. Visite remarquée à Ottawa hier, celle de Jean Charest, un candidat potentiel qui est venu rencontrer des députés conservateurs pour tâter le terrain. Avant de rencontrer les députés, M. Charest a partagé sa vision du Parti conservateur, de ce qu'il devrait être aujourd'hui. Alors, on l'écoute d'abord et on en discute par la suite. Ça veut dire un parti politique qui est fidèle à son histoire et qui représente chaque région du Canada et qui présente une vision qui est très inclusive pour l'avenir du Canada. Donc, M. Charest qui attendait que les règles de la course au leadership soient connues, c'est maintenant chose faite. On a appris, entre autres, que le nouveau chef va être annoncé le 10 septembre. Althia, est-ce que la voie est libre pour Jean Charest? La voie n'est pas libre, mais elle est plus ouverte qu'elle était il y a 2 jours, si on pourrait dire. Mercredi soir, le comité qui avait été formé pour arriver au règlement de la course du Parti conservateur a donné leur décision. Alors, le nouveau chef va être élu le 10 septembre. C'est une course qui est beaucoup plus longue que M. Poilievre aurait aimé voir. Par contre, la date pour vendre des cartes de membres ces membres-là qui vont pouvoir voter dans la course, ça va être au mois de juin. C'était une demande du côté de M. Poilievre. Il voulait avoir à peu près un 3 mois avant. Bon, c'est pas exactement 3 mois, mais en fait, c'est les 3 mois. Il voulait 3 mois et demi, c'était 3 mois. Alors, il y a quelques mois pour vendre les cartes de membres. Monsieur Charest a besoin de vendre, je dirais, entre 100 000 et 200 000 cartes de membres. C'est pas rien. Mais il n'a pas nécessairement besoin de les vendre lui-même. Si M. Brown, Patrick Brown, le maire de Brampton, rentre dans la course, si Tasha Kerrigan, la chroniqueuse qui était formellement au National Post, rentre dans la course, les gens les plus progressistes, si on veut, eux, ils pourraient tous s'entraider. Mais alors, c'est faisable pour M. Charest. Je serais très surpris s'il décide de ne pas rentrer dans la course. Je pense que c'est déjà fait. Il a rencontré 40 députés cette semaine. Il y a beaucoup de gens. Il y a quand même, M. Poilievre a 26 députés, mais qui lui ont donné leur appui. Mais il y a beaucoup de gens quand même au caucus, même des députés de l'Ouest, qui sont pas prêts à donner leur appui à M. Poilievre, qui cherchent quelqu'un avec un petit peu plus de maturité, un petit peu moins polarisant. Puis même s'ils ont des réserves autour de M. Charest, qui aiment le fait qu'il y a quelqu'un qui fait compétition avec M. Poilievre. Alors, je pense que ça va être une course assez intéressante. Oui, Yves, Jean Charest a donné justement une entrevue au Globe and Mail dans laquelle il dit s'attendre à une course féroce contre Pierre Poilievre, qui est le seul candidat, il faut le rappeler, officiellement déclaré jusqu'à maintenant. Vous vous attendez à quoi? Il fait bien de penser que ça va être féroce, parce que ça va l'être. Parce que jusqu'à présent, Jean Charest a eu la partie facile. Il a rencontré des gens qui voulaient bien le rencontrer. Il est en mode de se faire espérer dans cette course. Mais quand il va se lancer, il y a les conservateurs sociaux du parti qui vont sortir tout l'arsenal, parce que ces gens-là sont absolument horrifiés par sa candidature. D'ailleurs, regardez déjà, il y a des conservateurs de l'Ouest qui comparent à Justin Trudeau, qui pour un conservateur est l'insulte suprême, en disant qu'il est en faveur de la taxe du carbone, en disant qu'il a surtaxé les Québécois. Bref, la partie facile, là, maintenant, c'est à peu près terminé. Cette bagarre-là, ça va être très laid, mais très intéressant en même temps. Oui, Catherine, bon, c'est la députée albertaine, en fait, Shannon Stubbs, qui a comparé son bilan de M. Charest, celui de M. Trudeau. La question, évidemment, que tout le monde se pose, est-ce que M. Charest va réussir à rallier les conservateurs sociaux? Donc, on voit ce qu'elle a mis sur Twitter, publié sur Twitter un peu plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que non, définitivement. Les conservateurs sociaux, ils sont bien clairs, et même les partisans de Pierre Poilievre, qui ne sont pas tous des conservateurs sociaux par ailleurs, je pense que c'est bien clair qu'il ne réussira pas à les rallier, du moins pendant cette course au leadership. Par contre, j'insisterai quand même sur le fait qu'il y a quand même un intérêt plus grand qu'espéré selon ces rencontres, parce que oui, il y a eu cette rencontre là, au Château Laurier, à 2 pas de la colline parlementaire hier, mais M. Charest a aussi rencontré individuellement 15 autres députés aujourd'hui. Donc, quand même, les gens sont curieux, les gens veulent l'entendre. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'hier, M. Charest a été beaucoup questionné sur les projets énergétiques, sur les enjeux là, entourant l'énergie, les prix sur le carbone, etc. Et il s'est dit en faveur là, d'un pipeline qui passerait à travers le Québec. Donc, quand même, je pense que c'est intéressant, certainement, pour des députés albertains. Après, reste à voir si ces idées passeront au Québec, en Ontario et dans l'Atlantique. Alors, vraiment, moi, je m'attends à une course très intéressante. Moi, je fais partie de celles qui pensent que M. Charest va y aller. Je pense qu'il est prêt à affronter le défi. Il a plus que le pied dans la porte, il a la jambe et tout le corps dans la porte. On va voir ça au cours des prochains jours, probablement, donc c'est à suivre. Althia, Catherine et Yves, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. 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 Plaisir.